questions et l'intervention de Mathilde de Jonker font une parfaite transition avec cette deuxième table ronde qui va porter sur les sujets prévention, construction, nouvelles approches. Et donc, nous vous proposons un rapide flashback sur Convergence 2022, l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est raconté en images ? Sur la réforme du régime CatNat, c'est que ça ne remet pas en cause les fondamentaux du régime. Elle a une plus grande transparence vis-à-vis des sinistrés et une meilleure prise en charge. En matière de sécheresse, par exemple, on a une prescription quinquennale alors que jusqu'à aujourd'hui, elle était de 2 ans. C'est vrai qu'il y a des particularités en Outre-mer. On a un taux d'assurance qui est quand même beaucoup moins élevé. C'est que c'est des territoires qui sont très fortement exposés aux risques naturels. Les cyclones, les inondations, le séisme, le tsunami. Donc c'est un peu le paradoxe. Ils sont très peu assurés alors que très fortement exposés. Aujourd'hui, c'est plus appréhendé niveau prévention. Si demain j'ai la falaise au pied de ma maison et ma maison menace de s'écrouler, la collectivité aura justement un peu sur le modèle d'ailleurs des risques naturels, des pouvoirs de police, d'expropriation, de mise en sécurité. Le monde des assurances a un rôle crucial, un rôle majeur à jouer dans les trajectoires qu'on va prendre. La trajectoire qu'on est en train de prendre, vous voyez, là, entre 2000 et 2100, à un niveau de température que l'humanité n'a jamais connu, puisqu'on revient au niveau de 3, 5, 7 millions d'années, quand le premier être humain est apparu sur Terre. Comment est-ce qu'on atténue les trajectoires? Comment est-ce qu'on baisse le niveau de CO2 dans l'atmosphère? Comment est-ce qu'à plus court terme, on adapte les territoires, on adapte les logements, on adapte les sites dans lesquels les humains vivent? Après coup, comment on protège les populations et comment on intervient après? Les assureurs sont en train de mettre en place des suivis psychologiques. Les assureurs ont envoyé des agents locaux pour aller assister des sinistrés quand ils sont dans une situation vraiment de détresse, d'avoir perdu par exemple des biens, des animaux, des souvenirs. Ce référentiel, c'est une action collective des assureurs pour justement contribuer à ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter au maximum au moment de la construction, au moment de la réparation. Pour les constructions existantes, le sujet c'est qu'on part pas, on n'est pas en champ libre, là on est en champ imposé, le bâtiment il est comme il est. La problématique dans ce cas-là, c'est effectivement de déterminer ses points de vulnérabilité. La mission risque naturel qui se préoccupe quand même un peu du sujet. J'ai en train de développer, dans le cadre d'une thèse, un diagnostic de performance à la résilience. Donc ce diagnostic, des mesures d'adaptation du bâtiment vont être proposées. Aujourd'hui, on craint évidemment des pathologies nouvelles, notamment par les compositions de béton qui sont en train d'évoluer. Quand on construit un bâtiment, on accepte un risque. Et notamment pour le séisme, vous acceptez le risque, selon la norme, que vous ayez un dépassement de 10% de l'occurrence d'un séisme. Et je pense que c'est un vrai problème sociétal, c'est-à-dire l'acceptation du risque et l'acceptation qu'aujourd'hui, ce risque est de plus en plus présent, il va toucher de plus en plus de monde et donc il va falloir travailler sur l'acceptation de la société et là ça sera possible. On est en train de vivre un phénomène en ce moment, c'est que les entreprises dans tous les secteurs sont en train de se dire on a une responsabilité civile. On a un rôle à jouer dans l'évolution de la société, on a un rôle à jouer dans la trajectoire du monde. La réalité, c'est que la population qui va être la plus exposée, qui représente près de 2/3 de la population humaine dans le siècle qui vient, ce sont les villes. Avec les chaleurs extrêmes, vous avez vu, qui sont le tout premier des problèmes. Il y a ce qu'on appelle les cartes d'aléas, qui permet d'identifier rapidement si un bien donné, un lieu, un point XY, en latitude-longitude, est soumis à tel ou tel aléa. Il y a des modèles qui sont les modèles probabilistes ou stochastiques, qui ont pour but, eux, de définir des courbes dommages-fréquences et dire pour un portefeuille assurantiel donné, quel est le dommage qu'on risque tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Alors donc, deuxième table ronde. Alors ça tombe bien, il n'y a pas de fantôme à la MRN, puisque la personne qui porte la thèse qui a été évoquée par Éric Petitpas est ici. Je vais demander à Léa Torel de venir, vous pouvez l'applaudir, qui est doctorante MRN. Ensuite, j'appelle Philippe Estingois, qui est le directeur général de l'AQC. David Keller, qui est donc ingénieur génie civil Global Sécheresse, que peut-être certains d'entre vous ont vu ce matin, je crois, puisque tu parlais. Donc Gabriel Gross, qui se mettra à côté de David, qui est directeur
directeur des solutions paramétriques chez Cooper Gay. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais tu expliqueras ce que sont les solutions paramétriques. Et je termine par Vivien Darras, qui est expert géotechnicien CPA. Et donc, notre table ronde va parler de prévention, on va parler de réparation. Et en fait, on va avoir vraiment 3 parties. Une première partie sur les réparations. Le sinistre a eu lieu, le sinistré est là, déclaration de catastrophe naturelle est faite, le dossier arrive, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réparer. Et nous aurons une deuxième partie sur prévenir sur le bâti existant, puisqu'on a bien vu dans la table ronde précédente que la prévention sur le bâti existant est essentielle. Et nous terminerons par finalement une projection sur finalement comment on peut faire pour adapter les constructions futures, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose de très profond sur ce sujet sécheresse et RGA, on est vraiment sur des temps longs, donc plus on peut prévenir en amont et plus on peut construire mieux, meilleur c'est pour l'ensemble du système, des citoyens, des sinistrés, de l'assurance, et ainsi de suite. Donc voilà, Vivien, en tant qu'expert, peut-être un rapide panorama, en plus expert et géotechnicien de pas mal d'années, je crois, 15 ans. Un panorama peut-être des réparations existantes les plus classiques, celles qui sont les plus connues. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à cette table ronde. Alors, avant de parler de réparation, de tout de suite foncer vers le dommage, etc., je pense qu'il faut qu'on garde, nous, en tant qu'experts, alors c'est peut-être une porte ouverte, nos qualités d'ingénieur, c'est-à-dire savoir répondre à un problème en s'adaptant à ce problème-là. Il n'y a pas de solution automatique. Les micropieux, c'est pas automatique pour paraphrer, j'ai envie de dire, une pub sur les médicaments. Que j'ai tendance à faire, moi, quand j'arrive sur un sinistre, c'est de regarder tout. On ne va pas zoomer directement sur la fissure du bâtiment, on regarde dans son ensemble. L'environnement, la végétation, les arrivées d'eau, etc. Tout ce qui concerne le retrait-gonflement des argiles, il faut bien cerner le moteur en fait, de cette pathologie, c'est les variations de teneur en eau dans le sol. Donc, qu'est-ce qui fait varier ces teneurs en eau dans le sol ? Et c'est en agissant là-dessus qu'on va aller vers des solutions de réparation intelligentes. Bon, le but, c'est une deuxième porte ouverte, c'est quand on arrive sur un sinistre, c'est de ne pas y revenir. Et de ne pas y revenir de manière intelligente non plus, sans mettre ceinture bretelle à chaque fois. Donc ça nous mène un petit peu aux réparations. Des réparations, on avait tendance à faire dans les années 2010, j'ai envie de dire, sur les premiers épisodes de sécheresse vraiment intenses. On basait plutôt les réparations sur la structure. Donc on venait renforcer la structure en sous-œuvre avec des micropieux ou en approfondissant les fondations avec des reprises de long green. Donc on descend plus bas pour éviter les effets de la sécheresse et du regonflement après. Et on intervenait aussi après sur la maison en elle-même. Donc on vient rigidifier la maison au niveau des ouvertures. On vient faire des chaînages verticaux, horizontaux. Mais par contre, on avait tendance, alors dans ce que moi j'ai pu voir, des fois à oublier un petit peu l'environnement. C'est-à-dire, on traite vraiment la structure, mais on ne traite pas forcément l'origine. Et l'origine, je vous l'ai dit, c'est des variations de teneur en eau. Alors du coup, maintenant, on essaie de mettre en place un petit peu ces solutions. C'est quoi ? C'est éloigner l'eau des fondations de la maison, avec un drainage efficace, avec des trottoirs étanches, des géomembranes, éviter d'avoir des arbres aussi trop près de la maison. On peut avoir des saules qui créent des dommages à plus de 40 mètres. Ils sont situés à plus de 40 mètres de la maison, ils font 15 mètres de hauteur et on retrouve les racines dans les réseaux d'eau. Donc c'est tous ces facteurs qu'on essaie d'éliminer et pour vraiment traiter le problème dans sa globalité et être sûr de ne pas y revenir. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous corrélez l'impact de la réparation avec l'impact que ça a sur la vie du sinistré ? Ou est-ce que c'est complètement indépendant de votre décision ? Alors, on n'est pas des robots. Question difficile. Hein. On n'est pas des robots. En expertise, il y a forcément le volet technique, mais il y a forcément le volet psychologique. Assez récemment, on a eu un sinistre qui était dû à du retrait-gonflement d'argile, où on a des personnes qui, on les a vues décliner au fur et à mesure psychologiquement, jusqu'au moment où elles se sont arrêtées de travailler. Et effectivement, on est obligé de prendre ça en compte là-dedans et de proposer des fois des solutions qui sortent un petit peu du cadre. Là, par exemple, on a proposé à ces gens de racheter une maison équivalente, de récupérer le terrain, détruire leur maison et de valoriser leur terrain parce qu'ils avaient une piscine et de revendre ce terrain.
Et il s'avère que cette solution-là était moins chère que de réparer leur maison ou de démolir et reconstruire. Et une fois que ces gens-là ont eu la main sur une maison qui leur plaisait, qu'ils ont signé chez le notaire, 10 jours plus tard, ils retravaillaient. D'accord, donc vraiment, ça insiste sur l'importance et le rôle de l'expert du travail qu'il fait. Je crois que vous êtes travaillé pas mal sur des sujets, des sinistres de seconde génération. C'est quoi votre retour d'expérience, cette fois technique sur les réparations? Est-ce que les micropieux ça marche? Est-ce que à chaque fois, j'ai pas fini ma phrase. Est-ce que ça marche à chaque fois? Il était évoqué dans la précédente table ronde que si certaines lois ou projets de loi avançaient, les experts prendraient ceinture et bretelles. C'est quoi votre retour d'expérience sur la seconde génération? Alors la seconde génération, c'est souvent assez compliqué techniquement, mais surtout psychologiquement, notamment pour les personnes. Techniquement, on s'aperçoit qu'on est sur des sinistres de seconde génération, sur des réparations partielles. J'ai repris la partie qui bougeait, mais pas le garage. Manque de peau, le garage, il est collé à la maison et il rebouge. J'ai repris les fondations, mais j'ai pas repris le dallage. Ah bah tiens, 5 ans plus tard, c'est le dallage qui commence à s'affaisser complètement et j'ai 10 cm sous la cloison. Ça peut être aussi, j'ai fait des micropieux, j'ai renforcé en micropieux, mais manque de peau, j'ai oublié l'arbre qui est juste à côté. Et on voit la maison qui se rouvre, mais horizontalement en fait, qui est attirée vers l'arbre avec une fissure qui vient se remettre sur le revêtement réparé de la maison et qui se recrée. Donc finalement, les sinistres de seconde génération, on a pas mal de choses à voir. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que vous pouvez avoir un premier sinistre, il est réparé, 2 ans plus tard, la maison est revendue, on passe à un autre vendeur, une autre assurance, donc ça peut complexifier un petit peu les intervenants. On n'a pas forcément de maître d'œuvre de réparation en 2010, donc c'est pareil, ça va compliquer un petit peu la recherche des acteurs concernés. C'est pas des sinistres qui sont évidents en fait, la seconde génération. Mais en fait, ça confirme l'importance de faire une première réflexion et un travail de fond pour que la réparation soit pérenne, sachant que ensuite la réalité de la vie, on vient de le voir sur la précédente table ronde, avec les aléas climatiques, peut faire que ça change aussi. En termes d'innovation, quand on regarde, il y a quelque chose qui est important sur les innovations, tu l'as évoqué, c'est la question de l'hydratation des sols. Et donc David, je crois que c'est vraiment un sujet qui te passionne. Oui, et qui passionne a fortiori parce que, en fait, comme je disais ce matin, en fait, on a plusieurs familles de réparation. On a la famille que je vais appeler traitement vertical, pour simplifier, solution par micropieux, solution d'injection ou traitement des sols. Il y a le paramètre qu'a évoqué Vivian, c'est l'analyse de l'environnement, puisque, encore une fois, quand vous faites des micropieux, il faut regarder l'environnement. Si vous avez des arbres qui se trouvent à proximité, qui ont un effet de succion et qui introduisent un effort radial sur le micropieux, vous avez un désordre de seconde génération. Le micropieux n'est pas fait pour prendre des moments de flexion, donc on se retrouve sur une seconde génération. Donc c'est important de combiner les deux, y compris le traitement horizontal, que ce soit des géomembranes, la gestion des eaux de pluie, les réseaux. Nous, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est, et ça a été dit par Vivian aussi, c'est finalement quoi le retrait-gonflement de l'argile? C'est la variation en eau, la variation hydrique. Donc nous, ce qu'on cherche à... Il y a des slides si tu veux. Ouais, je ne sais pas si tu appuies sur le bouton. Ah non, ça c'est moi. L'idée, c'est de remettre en route cet état hydrique et d'essayer de retrouver un équilibre hydrique. Donc en fait, le dispositif qu'on a mis en place, qui s'appelle le système ISAP, est en fait breveté en plus maintenant. C'est un système de poterie cumulé à une tonne à eau, simplement, et on va réalimenter la teneur hydrique du sol par osmose. Le terrain a besoin d'eau, il va aller chercher de l'eau dans la poterie, il n'en a pas besoin, il ne va pas aller en prendre. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est le débat qu'on a eu ce matin, c'est de rétablir cet équilibre hydrique. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà, ça c'est un essai qui avait été fait. C'est simplement, l'idée, c'est de vous montrer que dans les couches supérieures du sol, en fait, le sol est sensible en fait à l'évaporation. Je vais simplement parler de l'évaporation, pour faire simple. Je ne vais pas vous parler d'arbustes, d'arbres.
Et en fait, dans la partie inférieure, la courbe rouge-orange, vous voyez que dans la zone des 2-3 mètres, en fait, finalement, il n'y a pas trop de variation en fonction de la pluviométrie que vous avez tout en bas en bleu ciel. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est de réalimenter la teneur en eau du sol par ce moyen de poterie, de céramique microporeuse, qui permettront en fait d'accompagner la réparation. Ça fonctionne, on l'a déjà testé, et c'est couplé aussi en fonction de l'analyse environnementale qu'on fait. C'est couplé à des traitements horizontaux. Oui, là c'est une photo d'une des poteries. Alors c'est assez simple, hein, c'est une poterie. Alors c'est français, on travaille avec des Français qui sont basés à Montpellier, avec qui on améliore le dispositif. Donc c'est une poterie qui est faite en plus à la main, dans lequel il y a 2 petits trous en partie supérieure, un réseau en PVC, on va trouver ça chez Leroy Merlin, la tonne à eau chez Leroy Merlin, et le dispositif après un peu plus complexe, c'est pour le moment on est aussi en train d'équiper avec des sondes, des tensiomètres, pour bien identifier en fonction de la caractéristique mécanique de l'argile ou des limons, puisqu'en fait c'est pas parce qu'on a de l'argile qu'on va avoir des grosses variations hydriques. Donc voilà, donc on adapte, il y a un peu de calcul un peu derrière, mais le dispositif en fait simplement c'est pour vous montrer que c'est assez simple, ça fonctionne, c'est écologique et puis en plus c'est français. Merci. Et en termes de prérequis pour l'installer, et puis en termes de coût, il y a une vraie différence avec des solutions genre. Alors en termes de prérequis, ce que je disais, c'est vraiment ce qui est fondamental, c'est l'analyse de site qu'on voit pas toujours bien réalisée. Alors je jette pas la pierre, hein, des fois c'est bien fait, mais et des investigations géotechniques, mais qui sont adaptées. C'est pas la peine de faire simplement une limite d'Atterberg pour me dire oui, ok, on a un indice IP, super, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut aller un petit peu plus loin dans les essais labos et vraiment identifier les caractéristiques mécaniques des sols. Voilà. Et en termes de coût? Alors en termes de coût, je ne voulais pas répondre. Mais non, enfin, mais ça peut intéresser. Tout carrossé, c'est une solution sur un pavillon qui fait 100-120 mètres carrés. C'est une solution qui va coûter entre 20 et 30 000 euros. Ce qui est une solution qui n'est pas invasive. C'est une solution qui est acceptable pour le sinistré, qui est quand même un petit peu au cœur du dispositif. C'est une solution qui peut être mise en œuvre rapidement. Il n'en demeure pas moins que peut-être un jour il va falloir revenir parce qu'on a une autre difficulté qui n'a pas été vue. On a un profil hydrologique qui s'est développé. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur du coût et qui permet d'intervenir très rapidement avec un complément éventuellement par-dessus une géomembrane ou alors même de la végétalisation basse, qu'on travaille ça avec des paysagistes pour adapter en fonction de la région dans laquelle on se trouve. D'accord, merci. Je vois qu'il y a des réactions dans la salle. Je ne sais pas, c'est au moment du chiffre. Je pense que ça a dû. Voilà. Bon, on pourra en reparler après. Vous pourrez poser les questions que vous voulez. D'ailleurs, Vivien, par rapport à cette remarque sur le coût, tu as un commentaire? C'est sûr que par rapport à ce qu'on voit, s'il faut reprendre micro-ropieux qui sont forcément associés souvent à des longrines, si on doit intervenir par l'intérieur pour faire les micropieux, ça veut dire qu'il faut refaire tout le second œuvre après derrière, c'est sans commune mesure. Hein. Un pavillon de 120 mètres carrés, s'il faut passer par l'intérieur, ça va être 500 000 euros, 400 000 euros des fois. Bien sûr. D'accord. Merci. Merci Philippe. On reviendra sur l'AQC beaucoup, sur ses actions de prévention après. Mais sur cette question des réparations, est-ce que vous avez un point de vue sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, ou une recommandation peut-être sur ce qu'il faudrait faire? Moi, j'ai entendu des choses qui sont très positives par rapport à ça. Donc il faut réfléchir avant d'agir. Réfléchir, observer, comprendre. Et puis tirer les leçons qui permettent effectivement de faire des bons choix. Globalement, donc, les erreurs qui ont été citées donc, sont systématiquement des erreurs qui sont liées à un manque d'observation, manque de compréhension aussi. On n'a pas beaucoup parlé du fonctionnement, d'analyse du fonctionnement de la structure elle-même. Donc c'est assez essentiel aussi de mettre en évidence donc, le fonctionnement de la structure, surtout quand le bâtiment, c'est pas juste une boîte à chaussures. Donc là, il y a besoin de comprendre comment il fonctionne. Et par rapport en fait, au désordre, il y a donc 3 facteurs. Il y en a 2 qui ont été cités. Il manquait le 3e, c'était le bâtiment. Donc il y a un facteur, c'est la qualification des argiles, donc qui peuvent être fondamentalement différentes.
et donc avec des réactions fondamentalement différentes. Ensuite, il y a effectivement tout l'environnement, ça a été cité. Donc, et il faut le comprendre, l'environnement. Et donc, il a été cité le saule, mais il n'y a pas que ça comme arbre. Il y en a un tas d'autres. Il y en a qui ne font pas tout à fait les mêmes effets donc, que le saule. Un des gros inconvénients, c'est que on n'a pas formalisé l'influence des différentes arbres de haute tige, voire des buissonneux, hein, qui peuvent eux aussi avoir des influences, mais pas tous. Et donc tout ça, il y a besoin de l'identifier. Alors on a pris beaucoup de retard sur ce sujet-là. Donc je ferai d'autres remarques désagréables hein, dans la soirée. Là, je commence. Donc quand une personne d'autorité a osé dire que les arbres n'avaient pas d'influence sur le retrait-gonflement des argiles et qu'il ne comprenait pas pourquoi, donc, dans un certain nombre de textes et services, donc, mettaient en exergue le fait que les arbres pouvaient être à l'origine d'un certain nombre de désordres. Donc, je ne donnerai pas de nom, mais ceux qui sont avertis ont deviné. Bon, et c'est pas fini, je continue. Mais très rapidement, parce qu'en fait... Non, mais parce qu'il y a toujours la même chose. Donc, je salue beaucoup les élus, hein, j'ai un grand respect pour les élus, bien évidemment. Hein, j'ai été DDT, donc j'avais pas le choix. Hein. Et donc, il y en a qui ont fait des belles choses, comme vous. Mais c'était facile hein, pour l'inondation avec le fonds Barnier de racheter. Donc, je l'ai fait, moi, en tant que DDT. C'était facile. Hein. Pour le retrait-gonflement des argiles, c'est impossible dans le fonctionnement actuel. Donc, il y a effectivement des recherches à faire. Et il y a des élus qui font quand même pire que ça, en plus. Il y a des élus qui, dans leur PLU, non seulement donc, ne font pas donc, de zonage de risque, de plan de prévention, mais en plus de ça, imposent donc, la plantation d'arbres de haute tige. Donc, c'est gagné. Donc, c'est assez sympathique. Voilà, ça en fait que 2, mais il y en aura d'autres. Bon, ça commence bien. Merci beaucoup, Philippe. Quelques applaudissements. Ça confirme l'importance d'embarquer tout le monde dans cette affaire. Justement, Gabriel, on va reparler de la donnée un peu plus tard, mais juste décrire ce que c'est que l'activité que tu as, et puis toi, la donnée sur la question de la réparation. Est-ce que c'est modélisable ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bonjour. Alors, mon axe de travail est un petit peu différent de ce qu'on a pu entendre là. Donc, moi, mon métier, c'est de souscrire de l'assurance et de la réassurance paramétrique. Donc, en fait, la méthode paramétrique dans le cadre de l'assurance ou de la réassurance, c'est de s'attacher aux événements qui causent des sinistres et de pas en priorité et de ne pas s'attacher essentiellement aux sinistres. Donc on indemnise lorsqu'il y a un sinistre, mais en fonction d'un événement. Et ça s'applique particulièrement aux événements naturels. Et bien sûr, tous les phénomènes hydrologiques sont des sujets sur lesquels on travaille particulièrement. La question du retrait-gonflement des argiles, des débats que j'ai entendus, l'axe en fait connaissance du phénomène météo. Alors ça a été évoqué à la fin de la table ronde précédente et je crois que et on a parlé aussi de la teneur en eau du sol et la variation de cette teneur en eau. Il me semble que, en tout cas, notre perspective à nous, ça serait de chercher à comprendre de quelle manière la teneur en eau du sol varie et de quelle façon cette variation en elle-même peut déclencher des sinistres ou peut conduire en tout cas à augmenter fortement la probabilité de sinistre. Ce sont des sujets sur lesquels on a déjà beaucoup de connaissances, en tout cas sur la variation de la teneur en eau des sols. On est un petit peu contraint par la connaissance. On connaît bien l'historique météo. On connaît mal l'avenir, c'est-à-dire que les prévisions, ça fonctionne à peu près disons dans la semaine. On peut se risquer jusqu'à 15 jours, et puis après, il n'y a rien jusqu'à 30 ans. Et 30 ans, c'est déjà plus de la prévision, et c'est encore un autre sujet. C'est des scénarios. C'est intéressant d'avoir les scénarios. Donc je pense que dans un monde comme ça, où on n'est pas capable de savoir ce que l'avenir nous réserve, on n'a aucune idée de savoir s'il y aura plus de sécheresse l'année prochaine et dans 2 ans qu'il y en a aujourd'hui, ou s'il y en aura moins, ou si elle se manifestera différemment.
on peut déjà beaucoup travailler sur la variation, cette fameuse variation de la teneur en eau du sol, qui est bien sûr influencée par les précipitations, pas uniquement par les précipitations, parce qu'évidemment, il y a aussi l'évaporation, et puis il y a aussi l'aspiration ou la consommation de cette eau par les activités qu'il peut y avoir autour, l'arrosage des terres agricoles, l'irrigation des terres agricoles, les utilisations industrielles et autres. Bien sûr, certains arbres qui viennent perturber aussi l'équation. Voilà, je pense que cet axe est quand même important aussi dans l'équation, on va dire. Mais on n'est pas encore au moment où, avec juste toutes les données, vous saurez qu'il faut faire une réparation à cet endroit-là. Alors, on n'est pas encore à ce moment-là. On n'est pas encore à ce moment-là. Je crois qu'il y a on a encore pas mal de travail pour comprendre la relation directe entre déjà, si on arrivait à savoir, entre la variation de la teneur en eau du sol et la sinistralité elle-même, selon les différentes caractéristiques des bâtiments. D'accord. Et on y travaille. Comment ? Mais on y travaille. On y travaille. Philippe, un rapide commentaire. Juste pour un point que j'ai oublié tout à l'heure. Donc, au-delà du fait d'avoir une analyse systémique, donc il faut effectivement avoir aussi un catalogue de ce qui peut exister comme type de réparation en fonction du type de désordre, en fonction du type de sol, etc. Et donc là, il y a un véritable enjeu. Donc, et je le signale là aussi, à faire un inventaire exhaustif, à mon avis, de tout ce qui a été fait en termes de réparation depuis 2010, avec une appréciation de la pertinence de ce qui a été fait. Et ça servira de référence pour pouvoir travailler donc, à l'appui d'une analyse systémique. Merci, j'entends une réponse posée, enfin un accord de Stéphane Baudu. C'est intéressant puisque ça fait peut-être partie des éléments de mission risque naturel. Juste avant de passer sur mission risque naturel, Vivien, par rapport à tout ce qui a été évoqué là, un commentaire sur finalement ces réparations, ces besoins, sur l'exhaustivité d'avoir la réparation. Oui, alors on peut avoir un catalogue de réparations. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord pour dire j'ai tel désordre, je fais cette telle réparation. Parce que pour moi, on enlève le côté intellectuel. Après, c'est peut-être pas forcément ce que tu as voulu dire, mais je suis d'accord pour avoir un bilan de toutes les réparations qu'on a fait. On a plusieurs ouvrages, de toute façon, où on a un catalogue déjà qui est bien établi. Mais maintenant, je suis contre les moyens en fait qui nous empêchent de réfléchir ou c'est comme une norme. Une norme, ça ne doit pas vous empêcher de réfléchir. C'est pas parce qu'il y a une norme qu'il faut arrêter de réfléchir et dire j'applique la norme. Et là, c'est à peu près pareil. Ça tombe bien, c'est probablement la question finale de notre débat. Donc on reviendra sur la question des normes tout à l'heure. Sur la prévention, puisque c'est quasiment au cœur de notre débat et puis de ce qui s'est dit à la première table ronde. Donc Léa, la doctorante, donc, je crois qu'il y a la photo. Voilà, doctorante MRN dont vous avez entendu parler l'année dernière. Est-ce que, alors, je crois qu'il y avait deux pages sur peut-être la mission de mission risque naturel. Oui, alors il n'y a pas forcément de slide là pour la MRN. Mais du coup, pour vous présenter un petit peu la mission risque naturel, alors c'est une association qui a été créée en 2000. Et effectivement, elle porte la prévention dans son nom complet, qui est mission des assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels. Et en fait, cette association permet au monde de l'assurance de contribuer à une meilleure connaissance, à une meilleure prévention et à une meilleure adaptation des risques, face aux risques naturels actuels et à venir. Et donc la MRN a plusieurs axes dans ses missions. Donc un axe qui est donc sur la connaissance, un axe qui est plutôt sur le développement d'outils, un axe sur les partenariats et sur la communication. Et donc moi je vais plutôt me situer sur l'axe connaissance dans le pôle recherche et développement, puisque dans ce pôle-là, la MRN accueille en fait des thèses CIFRE comme moi. Et donc, pour mettre un peu de contexte, une thèse CIFRE a l'avantage de permettre d'allier la recherche en laboratoire et le côté un petit peu plus opérationnel en entreprise, avec des personnes qui sortent de master, qui sortent d'études.
Et donc, au sein de la MRN, donc je vais travailler sur mon sujet de thèse, mais je vais effectivement aussi travailler sur d'autres missions que porte la MRN sur la prévention, avec notamment le concours Trophée Bâtiment Résilient qui est porté avec l'AQC également, qui a pour but de vraiment sensibiliser les professionnels avec la promotion en fait de bâtiments exemplaires adaptés aux risques naturels. On fait également des guides destinés au grand public sur les bons gestes à avoir en cas d'aléas naturels, donc contre l'inondation, tsunami, séisme, etc. Et sur la prévention RGA, donc on porte une production qui s'appelle, donc là ça va être la deuxième slide, un répertoire des référentiels de résilience aux aléas naturels qui est produit, issu d'un groupe de travail résilience avec plusieurs acteurs, donc la MRN, France Assureur, la Compagnie des experts, la Compagnie française des experts construction et la Fédération des sociétés d'expertise, la FSNT, la FFB, etc. Et le but, c'est vraiment, on en reparlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est d'examiner un certain nombre de référentiels pour les mettre en avant et faire le lien et communiquer un peu plus sur ces référentiels qui existent, qui sont très pertinents, qui sont très bien faits, mais qui ne sont peut-être pas forcément appropriés par les constructeurs. Et donc, une autre mission, ma mission principale à la MRN, qui est quand même mon sujet de thèse, voilà, le sujet qui a un petit peu bougé par rapport à la présentation qui a pu vous faire en 2021. Et le sujet est donc, pour moi, donc d'essayer de développer une méthodologie de diagnostic retrait-gonflement des argiles qui a pour cible les maisons individuelles qui sont évidemment exposées, mais qui n'ont pas été sinistrées. Donc ce sujet-là pose énormément de questions, dont ça a été un petit peu abordé tout à l'heure, la question des cibles, la question des acteurs, une éventuelle question de financement. Donc là, étant donné que je n'ai pas fini ma thèse, pour l'instant, à ce stade, je suis vraiment sur le développement de la méthodologie. Et donc, comme ça a été dit, il y a un gros corpus bibliographique qui existe sur le retrait-gonflement des argiles, qui permet d'avoir un certain nombre de connaissances sur le phénomène en lui-même, les effets qu'il peut avoir sur les bâtiments, quelles composantes du bâtiment vont être vulnérables et quelles sont les adaptations potentielles. Donc moi, grâce à cette bibliographie, j'ai pu essayer de mettre de côté en fait, des critères qui restent pertinents dans une démarche de prévention avant sinistre. Et ensuite, dans le cadre d'un groupe de travail prévention sécheresse qui a été mené avec la MRN, France Assureur, la CCR et les experts, ça nous a permis en fait de reprendre ces critères, de voir s'ils sont effectivement pertinents, si cette liste elle est exhaustive et avoir en fait cette matière très riche des retours d'expérience qu'on n'a pas forcément dans la bibliographie, mais que les experts ont pu nous partager. Donc j'en profite pour les remercier, parce que ces échanges ont vraiment permis d'enrichir mon projet de thèse. Et donc cette grille d'analyse-là essaye de prendre en compte toutes les fameuses interdépendances dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui viennent sur plutôt le bâtiment, d'autres critères qui interviennent plutôt sur la partie parcelle, jardin, et d'autres critères qui sont plutôt sur l'environnement direct. Par exemple, la présence d'un cours d'eau ou la pente, en fait, où est située la parcelle sur une pente. Voilà, donc c'est à peu près tout ça. Et la valeur ajoutée, donc ça va être sur les prochaines années, ça serait de voir un petit peu le comportement humain là-dedans et l'acceptabilité de toute cette démarche. Et c'est surtout l'enjeu sur une démarche qui est avant sinistre, donc avant la survenue de fissures. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait un critère qui est plus important que les autres? C'est un pari, c'est un vrai pari. C'est un peu compliqué, justement. Il faut étudier les interdépendances. D'accord, ok, merci beaucoup. Philippe, la prévention,
C'est effectivement au cœur de l'activité de l'AQC. Donc je crois vous avez préparé quelques planches sur le sujet de la prévention. J'ai préparé quelques planches, donc toutes critiquables. Donc, je rappelle effectivement notre vocation unique à l'AQC, c'est la prévention des risques dans la construction et l'amélioration de la qualité. Et donc, c'est bien dans ce cadre-là que depuis de très nombreuses années, donc depuis plus de 20 ans, donc on travaille sur le sujet retrait gonflement des argiles, puisque dès que le phénomène a commencé à être bien connu, à la fin des années 90, donc l'AQC s'est fortement mobilisé sur le sujet. Et puis, donc, on produit différentes plaquettes. Donc là, j'ai refait un montage à partir d'une plaquette qui existe sur les éléments tout simples de choses qu'il faut donc faire correctement ou ne pas ou éviter éviter certaines bêtises, comme les fondations qui sont pas sur le même horizon, comme la présence d'un arbre, comme les écoulements d'eau, etc., etc. Donc tout ça pour montrer qu'aujourd'hui, on a des éléments de référence sur les bêtises à faire, ou à ne pas faire, plus exactement, là-dedans. Donc deuxième diapo, on voit sur cette diapo qu'il y a une évolution qui n'est pas neutre des dommages. Je précise que nous n'avons un inventaire que des dommages relevant de la garantie décennale, puisque c'est dans le cadre de SIGODES que nous avons ces informations-là. Mais ce n'est pas complètement représentatif de ce qui se passe par rapport au retrait gonflement des argiles. Ceci étant, en grande masse, c'est assez symptomatique de ce qui peut se passer. Et donc, on voit, avec le chiffre, de 2005 à 2015, 4448 dommages dans notre base. Donc, de 2015 à 2023, 2138, ça a fondamentalement baissé. Donc, alors, les tâches ne sont pas complètement proportionnelles. Ça a fondamentalement baissé. Les zones sont à peu près toujours les mêmes. Et ça a fondamentalement baissé, quand on y réfléchit, pour deux raisons. La première, l'évolution de la réglementation parasismique. Parce que les éléments qui participent à la protection contre les séismes sont des éléments qui sont des raidisseurs, qui sont aussi avec une certaine efficience par rapport au retrait gonflement des argiles. Deuxième élément, et voilà, on pense que le prosélytisme dont on a fait preuve pendant des années a permis à un certain nombre de professionnels de convaincre leurs donneurs d'ordre, de maîtres d'ouvrage, de faire des fondations. Donc il y en a plusieurs qui m'en ont parlé dès les années 2000, à partir des plaquettes que l'on donnait sur l'enjeu à faire des études de sol et puis à dimensionner des fondations. Donc il y a des particuliers qui ont écouté. Qui ont fait des fondations, qui ont permis à leurs maçons de faire des fondations intelligentes et puis de prendre un certain nombre de précautions. Et d'ailleurs, pas tout de suite, et d'ailleurs, quand on a fait ce prosélytisme, on a fait des émissions Consomag. Personnellement, je suis allé parler devant la caméra, ce qui est tout à fait horrible. Et puis, c'était vu sur les chaînes de télé. Et on a fait des retours auprès des particuliers par rapport à ça, avec des tests. Et les particuliers nous ont dit, vraiment, c'est intéressant ce que vous avez fait. Ah oui, c'est important. Hein, mais pourquoi, s'il y a ce problème-là, il n'y a pas de loi qui impose de faire des études de sol. Donc c'était avant la loi Elan, bien évidemment. Et je rappelle qu'il y a eu un travail assez de forcené de la fédération, à l'époque c'était FFSA, pour essayer, c'est pas si simple que ça de rajouter des cavaliers dans les lois. Il y en a un certain nombre qui se font éjecter. Et donc il y en a beaucoup qui se sont fait éjecter, des petits cavaliers sur lesquels, avec les assureurs, on avait essayé de rédiger quelque chose qui pouvait imposer de faire des études de sol et puis de les prendre en compte. Ça suffisait pas. Voilà. Dans la loi Elan, on était vraiment très content. Avec l'article 88, on était très content. Ceci étant, ce n'était pas une fin en soi. Il faut aller bien au-delà. Et je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Parce qu'il y a vraiment des enjeux dans les études de sol. On ne sait pas comment c'est fait. Et puis, il y a besoin de cette réflexion-là. Donc, la troisième, c'était à partir... Donc là, c'est à nouveau quelque chose qui fâche. Donc, en 2013, juste avant que j'arrive à l'AQC, il y avait la production de dossiers particulièrement bien faits, en regroupant des partenaires dans un projet qui s'appelait Argic 2.
Donc c'était 3 tomes de travail scientifique, donc autour des enjeux de retrait de gonflement des argiles, donc avec à la fois donc l'explicitation des phénomènes et puis avec un certain nombre d'orientations sur les travaux à mener. Et personne n'a pris le mort aux dents. Il n'y a pas eu de financement pour continuer. Et donc il y a des éléments qui sont très 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 utiles, hein, comme à gauche donc le système d'analyse du sol, donc pour arriver en fait à un classement, donc terrain non sensible, terrain peu sensible, terrain sensible, terrain très sensible, et puis à droite donc la partie d'analyse de l'environnement, donc pour identifier différentes typologies d'aléas. Donc ça n'a pas été exploité plus que ça. Il y a de quoi exploiter plus que ça. On peut aller beaucoup plus loin donc dans l'analyse des sols, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse de l'environnement. Et puis il y a le troisième facteur qui manque, donc celui dont je parlais tout à l'heure, c'est autour donc de la typologie de la construction. Et par rapport à ça, donc c'est fondamental en fait, donc pour pouvoir parler donc de construction à risque, d'avoir les 3 éléments. Donc pour l'instant dans la presse, il y a un tas de gens qui parlent donc de millions de maisons qui vont tomber avec le retrait gonflement des argiles, en ayant omis de faire donc ce genre d'analyse complète. Parce qu'il y a effectivement des maisons qui vont tomber, encore faut-il les identifier correctement. Il y a d'autres maisons qui vont avoir des désordres, entre guillemets, mineurs, hein, donc avec des simples fissurations. Et encore faut-il les identifier. Et donc là, aujourd'hui, il y a un outil qui peut aider à avoir une compréhension construction par construction de la façon dont le bâti est fait. Donc c'est un outil, alors c'est le hasard, hein, donc qui fait que je le connais, hein, puisque c'est dans le cadre d'un grand programme sur la rénovation énergétique. Il y a un travail qui est fait, donc qui s'appelle Gorénov, donc et qui permet effectivement de rassembler dans une base de données donc un ensemble donc d'informations sur les constructions individuelles. Et à partir de cette immense base de données qui était très compliquée à monter, donc il y a la possibilité de trouver des indices donc dans une construction donnée qui laisse supposer que la construction en question est plus vulnérable que d'autres. Vraiment, moi, j'invite à faire ça. Et donc, dernière diapo, pour autant, il n'y a pas que l'argile qui compte. Voilà, hein. Donc là, je confirme que ce n'était pas un phénomène de retrait-gonflement des argiles. Donc, ceci étant, avec un coup d'œil de géotechnicien de base, donc il était visible donc que ça ne marchait pas. Pour autant, ça faisait un siècle que ça n'avait pas bougé, hein, je précise. Hein. Donc le terrain d'assises, mais avec un œil averti d'un géotechnicien de base. Donc je fais partie des géotechniciens de base. Donc il n'aurait pas été possible de construire là, sachant que ça a été autorisé dans le cadre d'un POS à l'époque. Donc par des élus qui connaissaient complètement l'histoire du terrain en question et qui n'auraient jamais dû donc faire ce genre de choses. Troisième. Je crois que c'est la répétition. Bah, en tout cas, la DDE était responsable aussi, hein, je peux le dire, parce que c'est elle qui conseille et qui appelle. En tout cas, merci. Comme ça permet aussi d'introduire pas mal des dimensions de la troisième partie sur l'adaptation des futures constructions. Quand je vous entends, Gabriel, en fait, on connaît tout. On a toutes les données, on a les bâtis, on a maison par maison, on peut assez précisément, si je comprends bien, voir l'humidité des sols à distance. Il y a plein de trucs. Donc, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas ? On connaît presque tout. Ah ben alors en fait, oui, on connaît... On peut connaître le risque, hein, c'est-à-dire la nature d'un bâtiment. On peut connaître la vulnérabilité à partir de tout le travail qui est fait. Je ne suis pas certain qu'on ait tous une vision, en tout cas, on n'a pas trouvé nous, une vision très claire de la définition des phénomènes naturels qui cause en fait le sinistre lui-même. Et ça, c'est lié à, je dirais, une dimension un peu particulière du phénomène. D'abord, il y a évidemment le côté multifactoriel, puisque, donc, encore une fois, précipitation, température, consommation des ressources du sous-sol. Tout ça sont des choses qui sont quand même... température, précipitation, on connaît bien. Consommation des ressources aux alentours, c'est déjà différent. Puis c'est quelque chose qui évolue aussi. La relation directe entre la survenance d'un événement
et la sinistralité, elle est d'autant plus complexe, en tout cas, disons, d'autant plus inconnue aujourd'hui, pour être honnête, parce que c'est un phénomène qui se produit sur plusieurs années. Et dans la plupart des analyses météorologiques, hydrologiques qui sont faites, on est souvent attaché à un cycle annuel de connaissance des événements, et ce cycle annuel est insuffisant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la qualification en fait, et la connaissance de la sinistralité réelle, sachant que la sinistralité déclarée, la sinistralité qui est connue dans les bases de données, elle est influencée par, ou elle est modifiée, disons, par l'existence ou non d'un arrêté CatNat. C'est-à-dire que dans les bases dans les déclarations de sinistres, dans la connaissance des sinistres qui existent chez les assureurs, dans les institutions ou chez les experts d'ailleurs, il faut qu'il y ait eu une déclaration de sinistre. Et cette déclaration de sinistre, il faut parfois qu'elle ait été aussi acceptée par l'assureur pour qu'elle soit enregistrée. Malheureusement, ça ne suffit pas à décrire la totalité de la sinistralité, puisqu'on peut très bien imaginer que d'une part, il y ait des déclarations de sinistre qui, voilà, comme l'exemple qu'on a là sur la photo, qui ne correspondent pas nécessairement à une sinistralité qualifiée par rapport au sujet dont on parle. Et puis il peut y avoir aussi, et il y a évidemment beaucoup de sinistres qui ne sont jamais déclarés et qui passent complètement sous le radar. Donc, sans compter évidemment le fait que le sinistre lui-même se produisant sur une période longue, on n'a pas forcément, et on n'a pas du tout d'ailleurs je pense, la connaissance par exemple de la date de début d'apparition des premiers symptômes ou de la date ou disons du flux temporel de l'évolution du sinistre lui-même. Tout ça sont des sujets sur lesquels on n'a pas aujourd'hui, on n'est pas au bout en fait de l'analyse. Le jour où on sera au bout de cette analyse-là, on sera probablement en mesure, en intégrant les scénarios de changement climatique, parce que le changement, enfin on n'a pas beaucoup parlé de changement climatique, mais il me semble que c'est pas tout à fait négligeable non plus dans l'équation. Nous, notre métier, enfin le métier de souscription dans la réassurance et l'assurance paramétrique, c'est typiquement de donner un prix au changement climatique. C'est ce que nous faisons toute la journée, donner un prix et faire des scénarios sur le changement climatique. On a des scénarios, on n'a pas une connaissance, on n'a pas la boule de cristal qui nous permet de dire qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais on a des scénarios et on a la capacité, en tout cas, à associer un coût aux différents scénarios. Donc l'étape d'après, une fois que les modèles seront construits, j'espère d'ici 1 an ou 2, à partir notamment des travaux peut-être de Léa et d'autres, une fois que ces modèles seront construits, il y aura la place pour des solutions probablement plus de réassurance ou probablement plus de financement des premières interventions de prévention des risques ou disons qui permettraient d'arrêter des phénomènes qui sont en train de commencer à se produire ou de réagir aux premiers symptômes avant qu'on ait une sinistralité qui soit trop importante. Merci David. La solution que tu nous as présentée tout à l'heure est applicable en prévention, j'imagine, sur sinistre qui a démarré. Oui, je voudrais juste réagir à ce oui, qui a été dit. Au contraire, allez-y, n'hésitez pas. Je me retiens un peu. Non, il ne faut surtout pas. Je vois en face de moi adapter les constructions futures aux changements profonds. La loi Elan permet maintenant, demande en tout cas, de faire des investigations. Ça fait 30 ans qu'on connaît le sujet, en faisant des recherches. 90, ça y est, l'argile gonflante, on sait, on travaille. Il y avait un gros travail qui a été fait, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure par l'ARGIC, qui a sorti en 2017 ces 3 rapports qui sont un peu voilà, la synthèse, qui datait de 2012, effectivement. L'IFSTAR a poursuivi par derrière. Enfin, je veux dire, on ne découvre pas l'eau chaude. Collectivement, on en est responsable. C'est la menace fantôme qu'a évoqué Yann. On le sait, tous les acteurs le savent. Le problème, à mon sens, vient
sur des pavillons en tout cas, parce que c'est un peu de ça, c'est qu'on a eu des CMistes qui construisent comme ils ont envie. Il y a un problème dans la profession aussi. Enfin, je veux dire, quand on va sur site, encore aujourd'hui, qu'on a des poteaux qui font 20-20 et on se retrouve avec un ferraillage de chaînage qui fait 10-10 à l'intérieur, à des fils 5, on a un problème. On a parlé de la rigidité des structures tout à l'heure, effectivement. Je pense qu'on a un vrai souci de formation des acteurs. Ça, c'est le premier point. Ça, on va y revenir. On va y revenir. Et ensuite, on a effectivement des acteurs économiques qui sont là, et puis la QC qui accompagne au mieux. Et tout doucement, ça change. Demain, la loi Elan dit on fait des investigations, ok, mais je le disais tout à l'heure, lesquelles? Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les CMistes, bon, on va faire un trou à l'appel, puis bon, c'est bon, vas-y. Hop, hop, hop. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire une analyse. Si on fait les bons essais, on sait qu'on va avoir de l'argile, on utilise la carte du BRGM, dont on pourrait discuter, il faut la remettre à jour, mais peu importe. On fait un sondage, on sait qu'on a de l'argile, on fait les essais adaptés. On ne va pas attendre 40 ans pour savoir que mon argile, ce qu'on a dit ce matin, elle va être sensible à la variation hydrique. Voilà, enfin, je me tourne vers les experts qui sont là, on sait le faire, ça. Voilà, il y a des docteurs en géotechnique, on sait faire. Donc ça, c'est un petit peu, ça me dérange un petit peu. Voilà. Donc, pour revenir à la question, effectivement, on a cette action de réparation qui est, bon, on arrive trop tard. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de prévention à faire et de la formation. La solution que nous on propose, qui est adaptée effectivement, permet de prévenir et de rétablir l'équilibre hydrique du terrain dans des cas qui sont adaptés. Mais il faut que ce soit accompagné et que ce soit aussi associé, encore une fois, à des reconnaissances géotechniques. Retrait-gonflement de l'argile, on ne va pas vous remontrer les schémas qu'on a montrés ce matin, on est rentré un petit peu plus dans le détail, mais vous avez des argiles qui sont très peu sensibles. Et peut-être qu'on fera pas forcément grand-chose, on va juste ancrer un peu bas, on va faire les adaptations horizontales. D'autres cas où effectivement on va aller chercher quelque chose d'un peu plus profond, on va aller chercher le sol dur à 16 mètres et on va gérer les eaux. Voilà. Donc oui, la solution que nous on propose, c'est effectivement adapter aussi au niveau de la prévention des sinistres. Et je pense que c'est audible par les assurés, en tout cas. Nous, les gens qu'on rencontre en prévention sur des bâtis dont on sait qu'ils sont sensibles, un terrain sensible à l'eau, aux variations hydriques, pardon, on peut intervenir et on n'a pas de difficulté à vendre ça, entre guillemets, cette solution. Je pense qu'après, le sujet, il est plus le sujet de qui va porter cette prévention. Faire des actions de formation, ça ne posera pas de difficulté, on trouvera toujours quelqu'un. Maintenant, après, est-ce que c'est à l'État de porter ce sujet? Est-ce que c'est aux assureurs? Est-ce que c'est un relayé par France Assureurs qui prend la main? Je ne sais pas s'il faut attendre tout de l'État. Ils peuvent aider, mais je pense que collectivement, on est responsable de tout ça. Et il est, à mon avis, nécessaire demain de faire de la prévention, parce que ce qui a été dit, c'est voilà, on a 11 millions potentiels de maisons, on a 3,3 millions peut-être de touchés, ça commence à faire beaucoup. Alors que si on fait rien, on va se retrouver effectivement, alors peut-être pas avec des sinistres comme ça, mais avec des sinistres assez avancés. Beaucoup de sinistres, ça va coûter énormément d'argent, donc je pense que l'action de prévention est quand même importante. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des sinistrés. Quand vous arrivez dans une maison où il y a le côté humain quand même, hein, c'est pas juste des numéros. Et pour l'avoir déjà fait, comme certains d'entre vous, quand vous devez évacuer une maison, pas facile. Voilà. Ou expliquer à la personne que bah oui, vous avez fait une déclaration de sinistre il y a 6 ans, ça a avancé comme ça pouvait, vous n'étiez pas d'accord, c'était pas finalement de la sécheresse, on se retrouve au tribunal et les travaux sont faits après, on est pour 6 ou 7 ans, au quotidien les gens vivent dans cette maison, il y a vraiment ce côté humain dont il faut garder en tête, et particulièrement quand on vient sur une expertise. Et c'est de là où il faut vraiment commencer par le démarrage, c'est l'environnement. Et essayer de conduire au mieux ces expertises, mais
Sur la prévention, je pense qu'il y a un vrai sujet et bon, je vois que ça a été un peu pris en main par la députée du Loir-et-Cher, mais ça suffira pas en fait. Ça suffira pas. Bien sûr. Sur la question de la prévention et du rôle de l'expert, finalement, vous intervenez après, mais est-ce que vous ne pourriez pas intervenir avant et justement donner des conseils et prendre un rôle. Alors vous le faites déjà, hein, j'imagine. Quand vous voyez une situation, vous pouvez dire bah non, c'est ça, mais vous pouvez faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là il y a un gisement dans le rôle de l'expert qui devient à ce moment-là un conseil? Alors, il y a plein de choses dans ta question. Oui, je sais, c'est fait exprès, c'est très vaste. La première chose, c'est que j'aimerais que la journée fasse plus de 24 heures, et auquel cas, j'arriverais à faire beaucoup plus de choses en amont, peut-être. Non, trêve de plaisanterie, on essaie de faire des choses un petit peu en amont. On fait quelques interventions auprès des assureurs qui nous demandent de présenter certains points spécifiques, dont par exemple la RGA. Donc ça, on peut le faire. Après, en tant qu'expert, il y a deux choses. Mon problème, c'est que je vois que ce qui se passe mal. L'avantage, c'est que j'en vois beaucoup, donc du coup, on a beaucoup d'expérience dans la bêtise. Et donc, c'est effectivement un problème de temps d'arriver à peut-être retranscrire, notre expérience vers des acteurs de la construction qui peuvent être très bien des maçons, qui peuvent être des géotechniciens. Donc effectivement, on a pas mal de matières. Alors en termes de RGA, j'ai pas forcément le pendant, mais par exemple sur des ouvrages qui ont une grosse sinistralité, comme des soutènements par voile par passe, en fait, c'est des soutènements qui sont utilisés dans 90% des cas en région parisienne pour faire les sous-sols. Il y a une grosse sinistralité, il n'y a aucun garde-fou qui existe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un groupe de travail avec beaucoup de professionnels, avec des experts, avec des constructeurs, pour monter des recommandations techniques et professionnelles. Donc, c'est pas encore une norme, mais au moins ça fixe les choses. On peut se dire pourquoi ne pas essayer de faire la même chose pour des sols argileux, pour des constructions en sol argileux. Bon, là, on parle beaucoup de maisons, mais il y aurait beaucoup à dire aussi sur tout ce qui est infrastructure. Et effectivement, quand je vous entends, c'est comme si tout était là. Tout était là, il y avait juste appuyé sur un bouton, 2 boutons, 3 boutons, 10 boutons. Et finalement, qui selon chacun de vous, qui doit payer? Comment on doit organiser le truc? J'ose tenter, hein, ne m'en voulez pas. S'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Mais il y a quand même une question de payer, parce que quand on vous propose une solution de prévention à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros sur une maison qui a représenté toutes les économies de votre vie, c'est énorme, mais en même temps, est-ce que l'État ne peut pas intervenir? Ou est-ce que les assureurs, dans une espèce de logique de retour sur investissement de l'ensemble du dispositif de prévention, est-ce que ça ne peut pas... Alors, qui veut répondre? Vous avez le droit de tous répondre. Bon, j'ai juste, après je te passe la main. Moi j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, il y a quelque chose à faire au niveau des CMI. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être honnête, le CMI, il faut qu'il applique les outils qui existent, et qui est par exemple la norme sur l'émission géotechnique, qui est la plupart du temps, dans ce que je vois moi, complètement galvaudée. On se dit c'est qu'une maison, je vais quand même pas rajouter encore 4 000 euros d'études géotechniques, vous allez voir, ça va tenir. Bon, moi de ce que je vois, ça tient pas. Mais on a déjà des outils qui existent et qui sont galvaudés. Donc quelque part, des fois, c'est qui doit payer, c'est peut-être le constructeur de maisons individuelles qui doit être honnête et qui doit dire aux particuliers, pour construire votre maison dans cette zone-là, vous avez besoin d'une mission géotechnique, G2. Vous avez besoin qu'un géotechnicien vienne au moins ponctuellement quand on va ouvrir les fouilles pour suivre le chantier. Et ça va coûter 4 000 euros, ça va coûter 2 000 euros. Et il faut mettre le juste prix et pas juste faire miroiter aux gens, eh ben regardez, on va faire des économies, ça on va pas le faire parce qu'on n'en a pas besoin. Merci. J'étais sur la même ligne. Des applaudissements. J'étais sur la même ligne en critiquant en fait une déclinaison de l'article 88 qui était donc la définition des missions à mettre en œuvre et qui a permis le dimensionnement donc de dispositions comment on appelle, forfaitaire. Bon. C'est un problème fondamental. Donc je confirme qu'il y a des constructeurs qui ne font pas d'études G2 et qui ne font pas d'études de dimensionnement en se disant on mettra donc le dimensionnement forfaitaire, d'autant que
par ici, j'ai plutôt remarqué que c'était plus cher que le forfaitaire, ce qu'il fallait faire donc à l'issue de l'étude. Donc je choisis le forfaitaire parce que ça me coûte moins cher. Il y a ce type de raisonnement. Et ça, c'est quand même assez catastrophique. Parce que, de fait, on génère des désordres futurs. Et donc, le besoin aujourd'hui, donc, puisque il y a une référence réglementaire, donc c'est retravailler cette référence réglementaire. Quand donc, c'est super bien d'avoir fait cet article 88, on a mis le pied dans la porte. Maintenant, il faut mettre le deuxième pied et puis travailler un petit peu plus. Donc, les études de sol, ne pas les limiter donc, au périmètre de risque donc lié au phénomène RGA, parce que de fait, ce que je montrais tout à l'heure, donc des problèmes liés aux fondations superficielles, il y en a partout. Donc il faut imposer ces études de sol partout, et puis complètement revoir le dispositif donc des dimensionnements forfaitaires. C'est une aberration totale. Un sujet de plus à traiter. David, par rapport à cette question, tu as évoqué des réponses. Je l'ai évoqué un peu sciemment tout à l'heure. Moi, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse sur qui doit payer. J'ai envie de dire, il faut déjà commencer, enfin c'est ce qui a été dit, je ne vais pas le répéter, il faut déjà qu'on commence par la base. Si les constructions sont rigides et si elles sont bien faites, si elles correspondent, elles ont été construites selon les normes, on aura déjà un petit peu moins de sinistralité. Maintenant, la partie retrait-gonflement, c'est un point particulier. Effectivement, c'est compliqué de laisser les gens sur le bord de la route à partir du moment où ça rentre bien dans le cadre. Après, j'ai pas la réponse. Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas toujours compter sur l'État. C'est ma position, mais elle ne vaut que pour moi. Donc le terme sinistré au bord de la route, ça aurait été quand même récurrent dans cet après-midi, entre Sandrine Rousseau et d'autres. Donc effectivement, c'est un point important. Juste, Léa, pardon, tu voulais réagir? Non, je ne veux pas jusqu'à mettre une cible sur la tête des experts. Ah, bien au contraire. Merci. Juste, Léa, la partie comportement humain, vous n'avez pas commencé. Tu n'as pas commencé l'étude? Non, mais effectivement, puisque mon sujet de recherche est vraiment sur la prévention avant le sinistre, forcément qu'il va falloir prendre en compte le comportement humain, forcément qu'il va falloir s'interroger sur l'acceptabilité en fait des mesures. Et pourquoi pas se poser la question de est-ce que mettre en avant la multiplicité des bénéfices à tirer de la mise en œuvre de mesures d'adaptation sans qu'il y ait eu forcément de dommages, ça peut être intéressant et du coup d'avoir une vision un peu plus globale que je gère un risque RGA, un risque naturel, et donc avec par exemple, mettre en avant que le contrôle des réseaux des eaux pluviales eaux sanitaires, c'est très bien pour le retrait-gonflement des argiles, mais c'est aussi un bénéfice pour le propriétaire sur l'économie d'énergie ou sur limiter les dommages dus à l'humidité, par exemple. Donc c'est effectivement, le financement, c'est un point qui est essentiel, mais il faut aussi garder en tête toute cette dimension acceptabilité du risque, culture du risque, perception du risque, qui est pour le coup très géographique comme terme, mais qu'il faut garder en tête, et essayer d'avancer des arguments en fait auprès du propriétaire. Donc je parlais de bénéfices multiples, mais il y a aussi la question des opportunités. Un bâtiment, dans son cycle de vie, il va forcément avoir des travaux de réhabilitation, des travaux de rénovation ou d'aménagement des extérieurs. Et la question qui pourrait se poser, c'est que si on propose de mettre en œuvre des mesures d'adaptation RGA sur ces temps-là, avec du coup un côté un petit peu moins invasif et un peu moins de répercussions sur le quotidien du propriétaire, est-ce que ça irait pas dans le sens, est-ce que ça permettrait pas de mettre en œuvre davantage de mesures d'adaptation avant sinistre? Et quand je dis ça, je pense aussi à l'inondation dont on parlait tout à l'heure, qui a vraiment une stratégie de prévention inondation. Donc il y a des diagnostics inondations qui sont menés sur le territoire, mais les retours d'expérience font que
il y a peu de mesures d'adaptation préconisées dans les diagnostics qui sont vraiment mises en œuvre sur le terrain. Donc il y a la question du financement, mais il y a aussi le comportement humain à prendre en compte, et c'est quelque chose que je souhaiterais intégrer dans mon sujet de thèse. Merci. Je précise que dans le numéro de 60 millions de consommateurs que je vous ai montré tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'éléments sur de la prévention et sur comment faire pour mieux faire attention au sol, faire attention aux arbres, faire attention à tout. Donc c'est quand même bien fait, à part certains éléments qui peuvent déranger. Voilà. Finalement, quand on arrive un peu à la conclusion de cette table ronde, alors je pensais au bon chasseur et au mauvais chasseur, il y a le bon constructeur, le mauvais constructeur, enfin voilà. Et est-ce qu'il faut normer un certain nombre de dimensions? Est-ce que la démarche justement de Mathilde Desjoncker, qui consiste à aller plus loin, pas trop dans la norme quand même, mais est-ce qu'il faut aller sur des normes qui sur certains endroits critiques? Parce que moi j'entends quelque chose qui me frappe, c'est qu'effectivement il y a des endroits où bien évidemment il ne faut pas construire. Il y a des endroits où bien évidemment il faut... Est-ce que là il n'y a pas un moment où il y a peut-être quelque chose à faire en termes de normes là-dessus? Évoqué par Mathilde Desjoncker, il y a les normes antisismiques, il y aurait les normes RGA. Je ne vois pas ces questions suscitent. Vas-y, je t'en prie, Gabriel. Moi, je prendrais le point de vue un petit peu financier de la question. Si un assuré potentiel venait me demander d'assurer une construction contre le risque de retrait-gonflement des argiles, ou disons des conséquences du retrait-gonflement des argiles, je lui demanderais de m'expliquer quelle est la vulnérabilité du bâtiment, quels sont les événements qui peuvent produire le sinistre et quelle est la période de retour de ces événements. C'est-à-dire, est-ce que si aujourd'hui on sait qu'un bâtiment, grosso modo, il y a une chance sur 10 pour que ça se produise pour que la sinistralité se produise dans les 2-3 prochaines années, on est dans le non assurable, on est dans le social, c'est-à-dire que la seule réponse, ça devient une réponse, disons, de subvention, de l'ordre de la subvention. Donc il me semble que la question de la norme devient une nécessité pour pouvoir en fait réduire, en tout cas pour tous les nouveaux bâtiments. Après, pour tout ce qui est existant aujourd'hui, il y a quand même un certain stock évidemment. Pour tout ce qui est existant aujourd'hui, il va falloir traiter, parce que l'assurabilité elle n'est pas du tout évidente, et je pense que là on est au-delà du sujet là. Ok, d'autres. Pour le parasismique, il y a des règles, mais pour RGA, il y a des règles aussi. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je veux dire, les dimensionnements forfaitaires sont des règles. Alors, donc tout le monde utilise normes là, dans le débat, donc je suis un petit peu très à cheval sur la terminologie. Donc on va dire règles, ce qui est fait par l'État, et on va laisser normes dans tout ce qui est volontaire, donc les DTU, etc. Donc aujourd'hui, donc au niveau du parasismique, donc confirme, il y a des règles parasismiques à respecter avec des enjeux qui ne sont pas neutres du tout. Et quand on les respecte, c'est sympa pour RGA aussi, je le confirme. Et puis, au niveau du dimensionnement par rapport à RGA, il y a des règles. C'est donc dimensionnement forfaitaire. Hein, c'est imposé. C'est imposé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces règles par rapport à RGA sont très largement insuffisantes. Et pour les règles parasismiques, par contre, on peut arriver à des extrémités où, si le bâtiment est non conforme aux lois parasismiques, on le démonte et on le remonte. Si je suis non conforme aux règles RGA, j'ai rien qui me dit aujourd'hui je démonte. Alors c'est plus compliqué que ça pour les règles parasismiques, mais les assureurs le connaissent bien. C'est le juge, donc certains juges ont considéré qu'il y avait impropriété à destination lorsqu'il n'y avait pas de règles parasismiques, puisque les personnes étaient en danger. Bon. C'est comme ça qu'on sait, si on démonte et on monte. Hein. Autrement, ce ne sont pas les règles elles-mêmes, c'est bien la jurisprudence qui a créé cette situation-là. On peut très bien imaginer un jour qu'une construction située voilà, comme celle-ci, donc qu'à un moment donné on mette en évidence donc qu'il était aberrant de la construire à cet endroit-là, que le juge dise il y a impropriété à destination puisque la maison a quand même pas vocation théoriquement à tomber sur la tête des personnes. Merci beaucoup. Il y a probablement encore du boulot pour les avocats dans ce domaine. C'est le temps des questions-réponses avant que nous ayons l'intervention de Franck Levallois qui conclura
conclura ce cycle Convergence. Et il y a des questions. Il y a une question ici. Donc vous vous présentez. Et votre, voilà. Oui, bonjour, Denis Courcol, expert construction à Bordeaux. On parle de plein de techniques de prévention, de réparation pour faire en sorte que ces maisons en maçonnerie tiennent le coup. On n'aborde pas du tout les constructions en bois. Moi, j'ai été constructeur de maisons en bois pendant de nombreuses années. J'en ai fait qu'une vingtaine. Mais j'ai jamais vu une maison en bois subir de dommages importants du fait du retrait-gonflement de l'argile. Quel est votre avis ? Oui, enfin là c'est effectivement c'est un autre débat. On est sur la possibilité de construire sur une zone qui serait plus ou moins sensible. Aujourd'hui, je pense que la grosse difficulté, je ne réponds pas forcément à la question, mais la grosse difficulté, c'est qu'on est face à une population au sens donné du terme, des maisons qui sont des années 70, 80, 90, qui sont bâties sur des sols qui sont argileux, et on voit très bien quand on regarde les cartes de sécheresse et d'impact de variation hydrique, c'est en train de remonter gentiment et ça impacte beaucoup de monde. Oui, ça peut être une réponse, mais c'est une réponse pour moi qui vient à la base de la conception. Je veux dire, ça part par l'identification des sols. On en revient toujours à ça. Aujourd'hui, on a les outils pour faire ça. Quand on fait un sondage, on fait un sondage. Est-ce que la construction en bois est adaptée ou pas ? Oui. Pas de difficulté. Ça accepte bien les déformations, mieux qu'une maison extrêmement rigide. Si on fait un parallèle avec les ponts, on a un nombre de ponts historiquement réalisés qui sont fondés sur des pieux bois. Donc ça fonctionne. Maintenant, voilà, le sujet, il est de toute la chaîne, en fait. C'est collégialement, c'est-à-dire que là, on est en bout de chaîne, on traite un peu la misère à la fin. Je pense que la chaîne, il faut la regarder dès le départ. C'est vraiment ça. Donc oui, en bois, ça peut être adapté. On peut avoir d'autres possibilités. Voilà. Je précise quand même qu'en étudiant le dossier, il y a le pont Wilson à Tours qui s'est effondré, qui a été un cas assez important. Et la cathédrale de Strasbourg est construite sur des puits en bois, si je ne me trompe pas, qui plongent très profond, et elle a près de 1000 ans. Donc ça peut marcher le bois aussi. Mais c'est en train de bouger, de ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il faudrait... Attendez le micro, parce qu'il y a des gens à distance, s'il vous plaît. Les maisons en bois, c'est pas spécialement mieux adapté au retrait et gonflement des argiles que n'importe quelle maison, à partir du moment s'il y a une fondation qui correspond. Enfin, c'est-à-dire, si votre maison en bois, elle prend 5 cm de faux aplomb avec que les menuiseries partent dans tous les sens, ça ne marchera pas mieux que les autres. Merci pour cette précision. D'autres questions à notre panel avant que Franck Levallois intervienne ? Je ne vois pas, je ne vois pas très bien. Ah si, une question ici. Représentez-vous. Oui, c'est Cédric Lagorce, expert construction. Moi, je revenais sur l'histoire des CMistes, parce qu'effectivement, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, parce que normalement, dans tout ce qui est collectif et autres, les assureurs des hauts, dans leur grande généralité, imposent justement la mission géotechnique. Pourquoi justement c'est pas une généralisation sur le pavillon, parce que le pavillon c'est l'essentiel des problématiques effectivement d'effondrement, de fondations dont on voit qu'elles sont creusées à 20 cm à peu près du terrain naturel et compagnie, alors que c'est un grand classique, hein, mais pourquoi justement ça serait pas justement l'imposition des assureurs des hauts d'exiger cette mission géotechnique, quoi. Pourquoi c'est pas mis en avant? Le panel a la réponse. Désolé, la question qui fâche. Alors je pense que la réponse doit être dans la salle. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ils sont cachés. Et en fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est vraiment tous d'accord sur ce sujet. Voilà, la réponse est là quelque part. Je ne l'ai pas. Pas de nom, c'est ça? Je signale, donc, pour sortir des CMistes, parce que la plupart du temps, ils prennent une assurance des hauts. Je rappelle que par rapport à la maison individuelle, il y en a un pourcentage non négligeable, hein, donc c'est 40 ou 50%, pour lesquels il n'y a pas d'assureur des hauts. Donc c'est effectivement donc un véritable souci aussi. Bien sûr. Peut-être une dernière question. Ah, il y a une question là. Jamalit Brick, MMA. Ce type de problème existe-t-il dans d'autres pays?
Et si oui, comment gère-t-il en termes de prévention, voire même les constructions, en termes de conception? Alors la réponse est oui. La solution là, que je vous ai présentée tout à l'heure de réhydratation du sol, elle est utilisée depuis plus de 50 ans au Texas, sous d'autres formes. Hein. On a aussi mes cousins strasbourgeois qui, via leur filiale américaine, ont fait aussi des injections de sol qui s'installe. Alors j'ai encore une fois oublié le nom, c'est Renault quelque chose, où ils travaillent ils injectent en fait, alors je sais plus si c'est du potassium ou ils travaillent l'argile, voilà, pour redonner des caractéristiques mécaniques qui évitent aussi de la sensibilité à l'eau. Donc en fait c'est des choses qui sont déjà connues aussi par ailleurs, et qui sont traitées d'une manière assez régulière. Oui. Je confirme qu'il y a un véritable intérêt à faire un benchmark international, puisque de fait, des argiles, on en trouve à peu près partout. Des constructions qui sont mises dessus, donc plus ou moins intelligemment aussi, et des traitements aussi. Donc ça vaudrait. Alors je ne sais pas si ça existe, moi j'en ai pas vu, mais en l'occurrence, ça serait probablement très très intéressant de profiter aussi de l'intelligence de nos voisins. Merci. Avant de conclure, avant de passer la parole à Franck Levallois, un mot, une phrase sur ce sujet prévention-réparation à tour de rôle. Qui veut commencer? Gabriel, peut-être? Je pense que il faut quand même avoir en tête que dans les années qui viennent, le problème, en tout cas la source du problème, il n'est pas prévu qu'elle diminue fortement. Effectivement, à ce que j'entends, il faut distinguer le stock actuel de construction pour lequel on a un certain nombre de questions d'assurabilité qui se posent, un certain nombre de vulnérabilité, et puis aussi des mesures de prévention qui peuvent être quand même très efficaces et sur lesquelles il faut trouver des financements et trouver la motivation aussi pour les propriétaires mettre en place. Et puis pour les nouvelles constructions, je crois que la compréhension du risque, elle sera de plus en plus développée. On va avoir de plus en plus d'informations et on travaille tous, je pense, pour connaître et pour modéliser ce risque de plus en plus. Et les gens qui n'en tiendront pas compte, ça va être difficile de les couvrir. Merci. Un mot, une phrase, David? Je pense que là, on est dans une phase de curatif. On est face à l'urgence. On n'est pas dans le mur. On y va, mais on va être positif quand même. Mais il faut aussi entamer tout de suite la phase préventive. C'est très important. Merci. Philippe, un mot, une phrase? Mieux qualifié pour être plus efficient. Merci. On va finir par un mot. Alors, je ferais peut-être pas mieux, mais moi, ce que je retiens, c'est que la prévention passe par la compréhension du phénomène et qu'il y a de nombreux outils, dont le diagnostic, qui peuvent remplir cette mission-là. Merci. Prendre le temps de faire un diagnostic et puis commencer à susciter des vocations chez les jeunes pour devenir géotechnicien, parce qu'on va en avoir besoin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un métier d'avenir.